Merci d'être aussi nombreux. C'est que le sujet a priori vous intéresse. Je vous propose donc qu'on aborde cette thématique de la qualité de vie au travail, ou plutôt de la qualité du travail, avec une vision du monde agricole, puisque moi je suis là en tant que représentante de la MSA. Alors la MSA, juste pour vous rappeler rapidement, ce n'est pas une mutuelle, hein, c'est bien le régime de protection sociale des agriculteurs. Je vous ai mis là quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte un petit peu de quel est notre partenariat, ou enfin quelle est la façon dont on occupe le terrain dans l'agriculture. On est 35 caisses. Notre spécificité en MSA, c'est d'être en guichet unique, c'est-à-dire que lorsque l'adhérent se présente à l'une de nos agences, on peut répondre à la fois sur la santé, la famille, la retraite, et puis également les risques professionnels. Alors sur ces risques professionnels, justement, une autre de nos spécificités, c'est d'avoir des services de santé, sécurité au travail, dont je fais partie. Il y a donc 35 services de santé, sécurité au travail, ce qui représente à peu près 1000 intervenants sur toute la France. Donc aujourd'hui, on avait envie de faire intervenir Marie Peset, qui a gentiment accepté notre proposition, parce que la souffrance au travail, c'est un sujet qu'elle connaît. Et malheureusement, c'est aussi un sujet que l'on connaît en agriculture. C'est un sujet aussi qui nous préoccupe. Donc on avait envie aussi de vous parler de ce que l'on fait, nous, dans le domaine agricole, pour essayer de faire de la prévention sur ces risques psychosociaux. Alors on parle beaucoup de qualité de vie au travail. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une voie vers le bien-être ? Est-ce qu'on va vraiment obtenir ou être dans une pratique de performance des entreprises ? Est-ce que là-dessus, vous avez des choses à nous dire, Marie, sur ce sujet-là ? Bien, je voulais d'abord remercier la MSA, Corinne Scotto, le Salon Préventica, de m'avoir invitée pour parler de quelque chose qui me passionne, mais qui vous passionne aussi, c'est évident, parce qu'autrement, vous ne seriez pas là aussi nombreux, le travail. Moi, lorsque j'étais enfant, je me souviens, le travail était le territoire dans lequel j'allais forcément entrer à l'âge adulte, sans souci, comme mes parents. J'allais gagner ma vie, la question ne se posait même pas. Et à cette époque-là, nul besoin d'écrire des livres sur la centralité du travail, ni de promulguer des lois pour une protection plus importante. En 1975, lorsque je commençais à travailler comme psychologue dans un service de chirurgie de la main, il était évident que perdre la main, qui est l'outil de travail, était absolument dramatique pour les ouvriers que nous recevions. Et je me souviens que le premier dont j'eus à m'occuper était un jeune commis agricole qui avait eu le bras happé par la machine. Leur avenir était totalement remis en cause et heureusement, les chirurgiens centraient leur propre travail sur la nécessité de réparer ces mains détruites. L'organisation du travail, c'était un mot que nous ne connaissions pas, c'était très loin, ça ne voulait rien dire. Et les dégâts ne concernaient que le corps physique, souvenez-vous. Et c'était une fatalité, parce qu'à l'époque, c'était le plein emploi. Et donc, quand un salarié ne voulait pas retourner travailler, eh bien, désolé, hein, mais il faut que je sois honnête, c'est qu'il était paresseux ou névrosé, ou revendicateur, ou bien qu'il s'était enfoncé dans les bénéfices secondaires de l'arrêt de travail. Nos positions scientifiques ne l'étaient pas du tout. Elles étaient épouvantablement moralisatrices. Et il fallut attendre les années 85-90 pour que les récits des patients à l'hôpital de Nanterre, dans le 92, qui est le département le plus riche de France, deviennent le même dans la bouche des accidentés du travail comme dans la bouche des cadres de la défense ou bien des caissières de supermarchés. Et là, les chirurgiens me disaient « Marie, on t'envoie ces patients parce que décidément, on ne comprend pas pourquoi ils ne guérissent pas ».
La psychologie avait bon dos pour tout expliquer, et vous le savez, c'est encore vers elle qu'on se tourne pour expliquer que le salarié est trop fragile pour supporter les conditions de travail. Alors, est-ce qu'on peut faire des liens entre notre personnalité et notre travail? Mais bien sûr, parce que le travail, c'est la rencontre entre qui nous sommes et le métier que nous avons choisi. Pourquoi travaillons-nous? Qu'est-ce que nous cherchons à prouver en travaillant? Qu'est-ce que nous engageons de nous-mêmes dans le travail? Si l'on peut si souvent invoquer la personnalité de celui qui travaille pour exonérer la responsabilité du chef d'entreprise, c'est que nous mettons beaucoup de nous-mêmes dans l'activité de travail et qu'il serait illusoire de penser que nous laissons notre identité dans les vestiaires lorsque nous arrivons le matin sur l'exploitation, à l'usine ou dans les bureaux. Bien sûr que chacun d'entre nous espère avoir l'occasion, grâce au travail, de faire reconnaître son identité singulière, d'accéder à la reconnaissance de ses mérites, de ses compétences, et puis surtout de se lever le matin pour aller travailler quelque part où il va être utile au monde. Et c'est d'ailleurs cette problématique de la reconnaissance qui, vous le savez, de nos jours, génère tant de souffrance. Cette reconnaissance, ce n'est pas une lubie des cliniciens du travail, hein. C'est l'acte fondateur de notre venue au monde. Nos parents vont nous déclarer à l'état civil, ils vont nous reconnaître. Et nous n'avons d'existence sociale que si nous sommes reconnus dans une société donnée. Et donc, bien évidemment, plus tard, dans le monde du travail, nous allons continuer à vouloir être reconnus par le regard de la hiérarchie, par le regard des clients, des usagers, des patients, pour moi, par nos collègues, nos pairs, afin qu'ils reconnaissent la qualité de nos règles de métier. En tout cas, depuis l'enfance, nous le savons, l'enfant a besoin d'être reconnu dans le regard de ses parents. Il a besoin d'être à la hauteur des attentes de ses parents, ce qui peut être un moteur, mais aussi une souffrance, en tout cas une dette symbolique dont on sait à quel point elle constitue une dette très forte chez les exploitants agricoles qui héritent d'une exploitation qu'il faut faire vivre et malheureusement bien souvent survivre. Alors oui, bien sûr, si le salarié s'investit trop au travail, on pourra émettre l'hypothèse qu'il a besoin, comme dans l'enfance, d'être trop reconnu, qu'il en fait trop. Mais est-ce qu'on peut dire à l'ouvrier dont les épaules souffrent de la cadence qu'on lui impose que son œdip pillé pour quelque chose? Est-ce qu'on peut dire aux gens harcelés qui s'effondrent à leur poste « Mais vous êtes un peu maso d'avoir supporté toute cette souffrance », alors que démissionner fait perdre ses droits sociaux? Il faut essayer de comprendre l'impact de l'organisation du travail sur les corps et les psychismes à l'œuvre. Comment voulez-vous qu'un salarié qui coupe l'aileron droit du poulet dans un atelier agroalimentaire toute la journée en mobilisant les mêmes fonctions et les mêmes séquences anatomiques du corps puisse aller bien si en plus on lui interdit de mettre un Walkman sur ses oreilles ou de discuter avec les collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire aux dirigeants qui s'effondrent parce que tous les matins, il doit chercher les marges de manœuvre financières pour sauver son exploitation, pris entre toutes les contraintes qui vont entretenir ce que la sociologue Danielle Linhart appelle très justement la précarité subjective? Qu'est-ce qu'on peut dire à la secrétaire qu'un patron un peu obsessionnel oblige à coller les timbres à 4 mm du bord de l'enveloppe en s'aidant avec une règle? Le travail, vous le comprenez bien, est une scène de théâtre absolument extraordinaire dans laquelle nous pouvons tout à fait construire notre identité et notre santé, mais sur laquelle nous pouvons aussi, malheureusement, tout autant nous effondrer. Les gestes de métier que vous pratiquez tous les jours, on ne peut pas les réduire à des enchaînements musculaires efficaces, opératoires, bien appris. Ces gestes de métier ont des racines profondes et surtout dans les métiers agricoles. Ils sont transmis dès l'enfance par la copie des adultes que nous aimons, que nous admirons, qui sont devenus nos modèles, que nous avons intériorisés. Les postures, les tours de main de nos parents, nous les avons appris comment? Je suis sûre que parmi vous, certaines font la tarte aux mirabelles qu'elles mangeaient le dimanche chez leur grand-mère.
Je suis sûre que parmi vous, il y a des pêcheurs qui ont appris à hameçonner grâce au tonton Robert qui les emmenait pêcher. Et je suis sûre que dans beaucoup d'exploitations, c'est par la copie puis l'identification à ceux qui nous transmettent leur savoir-faire qu'on apprend à s'occuper de la vigne. Vous voyez bien que la transmission des gestes de métier n'est pas scientifique. Elle se fait par corps. Et c'est aussi d'ailleurs la transmission de la culture française. C'est important de vous en souvenir parce que l'organisation du travail a quand même une forte tendance, n'est-ce pas, à vouloir absolument prescrire ce travail, le procéduraliser et quelquefois, même sur vos exploitations, sur beaucoup de postes, le travailleur n'a plus aucune marge de manœuvre dans ce qu'il a le droit de faire. Il est soumis à une organisation du travail qui va déterminer le geste, son contenu, les relations avec les collègues, la cadence. Et là, vous voyez bien que l'individu, au lieu de pouvoir apporter son grain personnel, n'est plus considéré que comme un outil. Alors, ne nous mentons pas, hein. L'organisation du travail, elle veut quoi comme corps ? Elle veut une force motrice, elle veut un réservoir d'énergie linéaire, inoxydable, elle veut un corps qui n'a pas de rythme, de haut, de bas, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de faille. Elle veut un corps qui soit un moyen. Or, nous savons que nos corps, ce corps humain extraordinaire, il a des limites, il a une vulnérabilité, il a des mémoires corporelles, il a des aléas de production hormonale. Et donc, il a besoin de moments de répit, de moments de pause, de moments où il fait autre chose que travailler. En tout cas, je voudrais que vous arriviez à comprendre, si je peux servir à quelque chose, que l'intelligence que nous mobilisons dans le travail n'a rien à voir avec l'intelligence rationnelle et logique. Dans le travail, nous mobilisons ce que nous appelons l'intelligence du corps. C'est cette intelligence qui palpe, qui mémorise, qui évalue, qui sent, qui perçoit, dans ce qu'on appelle, c'est le terme scientifique, des mémoires procédurales. Des mémoires qui sont la mémoire des habiletés motrices, des savoir-faire, des gestes habituels, et qui font que lorsqu'on vous donne une consigne de travail, votre corps engage le geste une seconde avant que votre cerveau ait compris la tâche. C'est dire à quel point c'est d'abord le corps qui s'engage. Si je suis menuisier et qu'on me colle pour la première fois un morceau de bois devant moi, plus une gouge, un outil, je ne sais pas comment manier l'outil. Je ne sais pas ce que c'est qu'un bois dur, un bois tendre, un bois avec des nœuds, telle ou telle origine. Il faut d'abord que par des milliers de gestes engrammés dans la mémoire de mon corps, je développe une intimité avec l'outil, de l'outil au matériau. Et c'est ainsi que parce que je vais répéter des milliards de fois ces gestes, je vais m'affûter moi-même en même temps que je serai capable d'affûter ce bois. Et ce travailler par corps, vous le retrouvez dans tous les métiers. Le fraiseur, il fraise à 6 microns à l'oreille. Il n'a pas besoin de sortir sa réglette. L'enseignant qui a du métier, à l'oreille, il sait que sa classe est en train de passer au chahut et qu'il faut les faire chanter une chanson pour récupérer leur attention. Le chirurgien, il sait au doigt passer sous le tendon que le tendon est dilacéré. Le viticulteur, il sait au goût du raisin dans sa bouche que la récolte doit commencer, le bon équilibre entre sucre et acidité. Et moi, quand un patient rentre dans mon bureau, au moment où je sors les papiers parce que je vais lui demander nom, numéro de sécurité sociale, mes yeux ont vu la sueur sur son front. J'ai vu la poitrine bloquée par l'angoisse. J'ai senti cette sueur spécifique des gens qui ont peur, une sueur aigrelette. Et au fond, quand il s'assied, j'ai déjà fait mon diagnostic, j'ai travaillé par corps. Tout mon corps s'est mis à l'œuvre au travail. Vous voyez donc que travailler, ça n'est pas simplement produire, c'est se produire soi-même. Et c'est aussi parce que le travail est central dans la production de son identité que le travail devient une tragédie quand cette construction de l'identité n'est plus possible. Le travail, vous le savez, c'est la promesse d'accomplissement de soi, la promesse d'arriver à gagner sa survie. C'est surtout l'écart entre le travail tel qu'il est prescrit et puis la manière dont on va l'exécuter qui nous permet de rajouter nos ficelles, nos compétences, notre génie individuel. Le travail, ça a aussi longtemps été sortir de chez soi
et aller travailler avec les autres pour apprendre la solidarité et le vivre ensemble. Nous savons tous que les nouvelles organisations du travail ont semé la solitude et le chacun pour soi, et qu'on va travailler en benchmark, en rivalité avec le collègue d'à côté. Et que donc travailler, malheureusement, ça n'est plus se travailler et travailler ensemble. Et vous aurez aussi compris, je pense, que le travail du coup est invisible. L'organisation du travail scientifique veut rien savoir de ce que vous mettez dedans. Et vous, à force d'être devenus de bons professionnels, vous ne savez plus ce que vous rajoutez. Alors, puisque j'ai un peu repris le fil de l'histoire, je voudrais vous rappeler qu'en 2002, la loi de modernisation sociale sur le harcèlement est promulguée, et que la même année, les magistrats vont modifier l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et la transformer en obligation de sécurité de résultat. Et que cette loi magnifique le dit bien, L4121, c'est écrit en toutes lettres, adapter le travail à l'homme. Vous avez bien compris que nous en sommes loin. Protéger votre santé physique et mentale en termes de résultats. Empêcher le risque d'advenir. Cette loi, elle est extraordinaire, puisqu'on voit bien que les critères de la faute inexcusable, pardonnez à l'expert judiciaire que je suis de vous les rappeler, un chef d'entreprise doit désormais savoir qu'en 2018, il ne peut plus faire comme s'il ne connaissait pas les risques que vous encourez. Et puis surtout, la faute qu'il risque de commettre n'a pas à être à 100% liée au travail. Même si vous avez une fragilité personnelle, s'il a commis une faute, ce sera une faute effectivement inexcusable. Donc vous voyez que le contexte jurisprudentiel est très exorbitant sur le dos du chef d'exploitation, du chef d'entreprise, mais que pour autant cette méconnaissance des lois fait que, au fil des années, mon Dieu, que de unes de journaux, que de unes de journaux télévisés, que de bouquins, que de documentaires sur la souffrance au travail. Souvenez-vous, 2006-2009, les suicides des cadres à France Télécom, au technocentre de Renault, les bras de fer entre les chercheurs pour trouver les causes. On vous dit que c'est une épidémie de harceleurs pervers, on vous dit que c'est du bon ou du mauvais stress, il faut choisir. Et nous étions là, un peu bêtement, à rappeler que l'organisation du travail avait beaucoup changé et que les choses étaient devenues difficiles. Nous savons tous qu'ébranler notre vision du monde est très déstabilisant, que c'est beaucoup plus tentant, comme on le voit partout, défensivement ou stratégiquement, de tenir un discours plus léger, de parler de qualité de vie au travail, de mettre des baby-foot dans les salles amiantées. Ça ne règle pas les problèmes sur le terrain. Ou d'opposer aux plaintes des travailleurs des questionnaires de tous ordres, de mettre en place des lignes bleues, vertes, rouges pour les écouter, pour remplacer cette notion de souffrance au travail trop stressante. On a beaucoup parlé justement de termes plus pasteurisés, comme le mot stress, comme le mot de qualité de vie au travail. Or, nous sommes en 2018. Et en 2018, que se passe-t-il dans le monde du travail ? Eh bien, les 3/4 du capital des entreprises cotées dans le monde sont devenus la propriété des fonds d'investissement et des fonds de pension. On ne déduit plus les dividendes à donner de ce qui reste après qu'on ait bien travaillé. On doit bien travailler pour atteindre des objectifs de dividendes à 2 chiffres. Vous avez bien compris que nous sommes passés, effectivement, d'une culture du travail à une culture de la rente, et que donc une nouvelle bureaucratie s'est imposée, les contrôleurs de gestion, les DAF, qui a mis en place pour évaluer votre travail les outils de la finance, ce que j'appelle la grammaire chiffrée, des tableaux de bord, des moyens de vous comptabiliser, les touches sur lesquelles il faut appuyer quand on se lève pour une pause hygiénique. Et bien évidemment, votre travail, avec sa sensorialité, ses muscles, ses efforts cognitifs, son intelligence, votre honneur, vos règles de métier, tout ce que vous mettez, votre âme, tout ce que vous investissez dans le travail n'est pas évaluable avec ces outils-là. Le travail est donc devenu inestimable. Et les nouvelles façons d'organiser le travail, on le voit, vont de plus en plus vers la grammaire chiffrée.
partout grâce à nos inspecteurs du travail qui relèvent chaque année les caractéristiques. Vous voyez que la charge de travail augmente, qu'on pilote par l'aval, qu'on manage les performances, qu'on abandonne la qualité de métier au profit de certification, qu'on informatise, qu'on réorganise. Qu'est-ce que ça produit tout ça, si ce n'est, bien évidemment, un travail en mode dégradé? Alors, vous avez bien compris que désormais, celui qui réussit, ça n'est pas comme autrefois le plus fort physiquement ou le plus intelligent, c'est le plus rapide. C'est celui-là qui va réussir. Et donc on voit comment partout ce qu'on vous demande d'augmentation de la cadence des tâches dans tous les secteurs professionnels pulvérise ce que nous, cliniciens, appelons les limites neurophysiologiques et biomécaniques. On a donné l'année dernière le prix Nobel de chimie aux 3 chercheurs travaillant sur les rythmes circadiens, les rythmes quotidiens avec lesquels fonctionne le corps humain. Se lever, se nourrir, dormir. C'est dire à quel point l'Académie Nobel envoyait un message à l'humanité, revenez à des rythmes corporels plus raisonnables. Bien évidemment, vous le savez, ce n'est pas le cas. Dans votre domaine, les contraintes horaires ont explosé, touchant un nombre de plus en plus important de salariés. Vos horaires sont de plus en plus atypiques, comme pour 52% des salariés dans l'enquête Sumer de 2016. La proportion de salariés bénéficiant de 48 heures de repos est beaucoup moins élevée dans ces mêmes secteurs. La pression du travail, le rythme imposé, se dépêcher, le travail en urgence, adapter le corps au rythme industriel et l'informatisation des contrôles, tout ça nous rend fous. On a beaucoup dit qu'il n'y avait pas de chiffres sur la souffrance au travail. On se moque de vous. Tous les 6 ans, la DARES réalise une enquête qui est prédictive pour les 23 millions de salariés. Vous voyez qu'en 2010, le lien entre l'absentéisme, les arrêts maladie et l'absence de reconnaissance au travail est souligné de manière majeure. Dans la colonne manque de reconnaissance, si vous n'avez pas de reconnaissance au travail, cela multiplie par 4,28 le risque que vous soyez arrêté plusieurs fois par an. Donc si les chefs d'entreprise veulent lutter contre l'absentéisme, eh bien, il faut réinvestir encore une fois cette dynamique de la reconnaissance. On dit beaucoup que les comportements pénibles émanent de l'extérieur de l'entreprise. Pas du tout. L'enquête Sumer le calcule. Vous voyez qu'à plus de 85%, ils viennent de l'intérieur de l'entreprise. Et regardez enfin cette diapositive magistrale qui montre bien le lien entre ce dont souffre le travailleur français et les caractéristiques de l'organisation du travail. Le français dit « je n'ai pas de formation suffisante pour bien faire mon travail, je n'ai pas les moyens matériels pour bien le faire, je ne peux pas coopérer avec mes collègues, je n'ai pas suffisamment de collègues et je n'ai pas d'informations claires et suffisantes ». Il me semble que la situation est claire. Alors, que deviennent nos athlètes de la quantité ? Épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, de l'éveil, de l'attention, de la mémoire, troubles cardiovasculaires. 45% d'augmentation d'infarctus chez les femmes depuis 2 ans. Hypertension, hypotension, troubles du rythme, accidents du travail, conduite addictive. Vous voyez que de tous les côtés, on le sait, travailler trop vite pulvérise, encore une fois, les capacités du cerveau. On voit aussi, bien sûr, au-delà de ces problématiques physiques, l'apparition de la violence. Les gens s'énervent au travail quand ils sont le dos au mur. C'est la violence contre l'usager, c'est la violence des 2 infirmières aux urgences qui finissent par se taper dessus, c'est la violence contre l'outil de travail lui-même, le chariot qu'on va renverser, c'est la radicalisation du management des managers intermédiaires qui sont sous la pression des objectifs à atteindre. En tout cas, sachez-le, la première conséquence d'un travail fait à cette vitesse-là, c'est de vous empêcher de penser. Vous devenez des travailleurs compulsifs. Et bien évidemment, vous emportez cette hyperactivité compulsive à la maison et aussi cette agressivité. Taylor avait déjà
étudié soigneusement la crise de nerfs des ouvrières dans les ateliers et savait très bien que l'ouvrière énervée peut rapatrier son énervement dans l'accélération du geste de travail. Donc n'imaginez pas que tout ceci n'est pas terriblement calculé. Si la vitalité de l'homme au travail se trouve aujourd'hui tellement malheureusement sollicitée au travers d'artifices pharmacologiques et idéologiques, vous entendez bien que derrière ce que l'organisation du travail est en train de faire, c'est nier la fragilité du corps humain. Mais au-delà de tous ces dégâts, j'ai envie de vous dire que le plus grave, c'est bien sûr celui-là. Quand on demande à des travailleurs de faire plus vite, avec moins de moyens, moins d'effectifs, on ne peut pas bien travailler. Il faut mentir aux clients, il faut faire des promesses au public en sachant qu'on ne pourra pas les tenir. Et donc le mensonge, comme chez Volkswagen, peut être très scientifiquement introduit dans l'organisation du travail. Et alors le travail, au lieu d'être cette occasion extraordinaire de nous découvrir, devient l'occasion de nous découvrir comme lâches, comme capables de faire quelque chose que je réprouve moralement, mais que je vais faire parce que j'ai peur de perdre mon travail. Et qu'en tout cas, quand je rentre le soir et que je me regarde dans la glace, je ne peux pas être fière du moi, car je n'ai pas fait du travail de qualité. Quand on demande aux salariés de travailler mal sur des instruments, des installations dans lesquelles il a de moins en moins confiance, commence alors un travail de sape de la subjectivité. Encore une fois, l'estime de soi, l'image de soi va s'éroder jour après jour et perdre cet orgueil d'être celui qui travaille bien. Et puis quand je travaille mal, j'implique mes collègues, j'implique la réputation de mon entreprise, car le travail n'est pas qu'un rapport de soi à soi, mais aussi un rapport de soi aux autres. Encore une fois, en échange de leurs efforts, des risques qu'ils prennent, de l'énergie, de l'intelligence qu'ils investissent dans le travail, les salariés attendent de la reconnaissance. Le salaire, bien sûr, mais pas que. La reconnaissance symbolique qui ne coûte pas 1 euro d'investissement. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que la journée s'est bien passée. On n'y serait pas arrivé. Vous êtes une équipe formidable. C'est grâce à vous qu'on a pallié à tout ce qui ne fonctionnait pas. Encore faut-il que la hiérarchie soit formée à reconnaître avec sincérité, sans calcul, l'apport du salarié. Encore faut-il que le travail soit évalué non pas sur des critères financiers ou d'objectifs de rentabilité, mais de beauté du travail. Encore faut-il que nous puissions travailler en collectif et donc ensemble délibérer du travail. Je n'ai fait qu'essayer de vous dire qu'il n'y avait pas de neutralité du travail, que le travail nous offre cette occasion incroyable de nous transformer nous-mêmes et de transformer le monde pour sortir finalement plus intelligents de cette expérience du travail que nous ne l'étions avant. Mais que l'aliénation dans le travail, c'est quand le travail se retourne contre l'homme, quand les organisations du travail se retournent contre la culture, contre la perspective d'honorer la vie ensemble sous la forme de la civilisation. Et je parle ici sur des terres qui savent ce qu'est la culture et la civilisation. Si le travail devient un produit à consommer, il devient aussi un produit jetable. Il nous revient tous ensemble de réfléchir aux outils, aux solutions, aux ripostes que nous avons entre les mains pour nous battre pour la qualité du travail. Je vous remercie de votre attention. Merci Marie pour cet exposé. Bon, je crois qu'on a bien compris qu'il se joue beaucoup de choses dans le travail qui participent à la construction de l'individu et qu'avant de penser à la qualité de vie au travail, installer des flippers ou des baby-foot dans les salles de repos, bien, il faudrait s'intéresser à la façon dont on exécute le travail et dont le salarié ou le travailleur le vit au quotidien. Je voulais vous évoquer, avant de passer aux questions, je voulais vous évoquer les actions que nous, on engage en MSA
et qui porte sur les 3 publics que nous avons en tant qu'adhérents. Bien sûr, nous avons les salariés agricoles, mais nous avons aussi les employeurs de main-d'œuvre. Et puis les exploitants, ces chefs d'entreprise qui relèvent aussi de notre régime et qui vont pouvoir accéder aux services de santé, sécurité au travail. Donc les risques, la prévention des risques psychosociaux, c'est un des axes de notre plan pluriannuel 2016-2020. Vous savez que c'est aussi un des axes du plan santé au travail 3. Il a été intégré également dans les objectifs de santé sécurité au travail de la MSA. Et nous le déclinons donc auprès de ces 3 publics. Essentiellement effectivement en prévention primaire à travers le document unique. Lorsque l'on s'adresse aux employeurs, c'est une manière, en évoquant le document unique, que de les sensibiliser à ce que sont ces risques psychosociaux. Et puis après, on peut le décliner de différentes façons avec une offre de services qui est proposée donc aux agriculteurs par la MSA via nos services de santé, sécurité au travail et qui sont relativement variés, mais qui permettent de faire de l'accompagnement collectif, mais aussi de l'accompagnement individuel. On est là pour aider les agriculteurs et on construit avec eux des démarches qui vont les aider effectivement à analyser leur organisation du travail et à apporter des réponses à ce qui peut les faire souffrir. Et puis, on a un autre volet qui sont nos exploitants, qu'on appelle les non-salariés agricoles. Alors, ce ne sont pas forcément des employeurs de main-d'œuvre, ça peut être tout simplement un couple de maraîchers ou de viticulteurs, comme on en trouve ici en Gironde, et qui n'ont donc pas du tout de main-d'œuvre. Et à leur égard, on a mis en place 2 actions particulières qui visent à leur permettre de s'exprimer sur leur travail, sur comment ils le vivent au quotidien. On a mis en place une action spécifique sous forme de réunion où on les convie entre pairs à pouvoir parler de ce qu'est leur quotidien de travail et ce qui, dans leur travail, peut les amener à souffrir. Et puis également un dispositif particulier qu'on appelle l'aide au répit qui permet, lorsque l'on est exploitant, pour éviter l'épuisement professionnel, de disposer de jours de repos, de jours de remplacement, où l'on va permettre à l'exploitant de se retirer de son exploitation grâce à la présence d'un autre travailleur qui va faire, pendant le temps où l'exploitant est hors de son exploitation, le travail qu'aurait fait l'exploitant. Voilà. Et puis d'autres dispositifs aussi d'aide d'accès aux vacances, parce que vous le savez, et ce n'est pas juste une image d'Épinal, mais nos agriculteurs ont du mal à partir en vacances, parce qu'effectivement, lorsqu'on est éleveur de bovins laits, on n'a pas le temps, l'animal est là, et il faut le traire 2 fois par jour, et on n'a pas le temps de prendre ne serait-ce qu'un week-end complet. Donc il y a des dispositifs qui existent en MSA qui permettent aux agriculteurs de pouvoir bénéficier de fonds qui vont leur permettre d'avoir accès à des dispositifs de vacances. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je vous propose. Marie, on passe aux questions si vous le voulez bien. Oui. C'est une question qui me vient là, mais je sais que c'est pas, on n'aura pas de réponse. Mais en fait, à l'heure où on commence à prendre conscience de tout ça, on se rend compte aussi qu'on va réduire un peu le champ du dialogue social, qui est un peu propice aussi à détricoter l'effet pervers de cette nouvelle organisation de travail. Je pense qu'on est nombreux à finalement en pâtir et en être victime, parce que le terme est quand même assez bien pesé. Moi, je me suis reconnue dans les insomnies, dans beaucoup de choses, dans la perte de sens. Je travaille en fonction publique. Je ne suis pas dans une entreprise privée avec une rentabilité, mais je suis quand même victime aussi de ce phénomène. Et en étant représentant du personnel, je ne vois pas ce qu'il me reste à faire. Quelle est, moi, ma marge de possibilité pour aider à une évolution ? Là,
Voilà, c'est pas une question que je vous pose, c'est une, C'est une remarque très que je bonne me question fais, à en poser. fait. Non, c'est une excellente question. Merci. Parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce domaine. Je peux dire qu'au bout de 20 ans de mise en visibilité et de mise en danger de nous-mêmes et de nos patients, nous avons obtenu, étant donné que les risques psychosociaux sont présents partout, que tout le monde parle de la souffrance au travail. Pour autant, la situation ne cesse de s'aggraver, car effectivement, les différentes instances, institutions sont soit supprimées alors que ce sont celles qui portaient plainte au prud'homme, comme le CHSCT. On ne va plus voir son médecin du travail que tous les 5 ans, sauf à la demande. On voit bien comment tout est fait pour mettre en invisibilité l'atteinte à la santé. Moi, derrière l'article que je vous ai montré tout à l'heure, qui est central et dont sont tirées toutes les jurisprudences qui vous protègent, il y en a un autre que j'aime beaucoup, le 41-22. Chaque salarié est responsable de sa santé au travail et de celle de ses collègues dans ses actes comme dans ses omissions. Et donc, c'est à nous de cesser d'attendre que les solutions viennent de l'État, viennent des institutions, viennent même quelquefois du chef d'entreprise qui est en aussi mauvais état que ses salariés. Eux aussi font des burn-out, des accidents cardiaques gravissimes, parce que c'est dur pour tout le monde. Et il faut nous saisir, en tant que citoyens, de la création d'outils. Moi, j'ai créé un réseau qui est en ligne sur le site Souffrance et Travail de 140 consultations. Quand j'ai créé la première, je n'imaginais pas qu'on atteindrait un chiffre pareil. Sachez que ni le ministère de la Santé, ni le ministère du Travail ne veulent en héberger la liste. Donc, elles sont sur le site Souffrance et Travail. Du côté des hôpitaux, vous le savez, vous évoquiez la fonction publique, la situation est dramatique tous les jours. Des chirurgiens, des internes, des infirmières se suicident tellement la qualité de leur travail est dégradée et on leur fait faire des choses innommables. Et donc, nous avons décidé avec un médecin généraliste, le docteur Éric Henry, qui a créé ASSO-SPS, Soins aux professionnels en santé, de parcourir toute la France pour former gratuitement des primo-écoutants qui sont référencés sur le site SPS, qui vont orienter vers des consultations plus costauds, plus scientifiques. Je pense qu'il est temps de nous mobiliser pour nous prendre en main et prendre notre santé en main. La fonction publique ne bougera pas pour les fonctionnaires. Elle est mal équipée en médecins de prévention, elle est archaïque, elle est soumise aux droits de réserve, vous le savez bien, elle fait taire les fonctionnaires. Il faut sortir des champs institutionnels et créer nous-mêmes les réseaux de soins et de prévention dont nous avons besoin. Donc, si vous n'allez pas bien, si vous connaissez des gens qui ne vont pas bien, envoyez-les sur ces sites. Sur le site Souffrance et Travail, tous nos cliniciens sont titulaires du certificat de psychopathologie du travail que j'ai créé au CNAM avec le professeur Christophe Dejour. Sur l'association ASSO-SPS, tous ceux qui sont inscrits comme primo-écoutants font partie du réseau des psychologues des armées, du réseau des médecins, du réseau Morphée, du réseau Souffrance et Travail, plus tous ceux que nous formons pour pouvoir toucher le maximum de secteurs professionnels. Sachez que si vous voulez y voir plus clair dans votre état, vous avez sur le site Souffrance et Travail sur la droite le test de propagation du burn-out pour savoir où vous en êtes. Vous avez également la liste des techniques de management pathogène pour savoir si vous êtes en situation de harcèlement. Vous avez la manière de monter un dossier. Bref, je ne peux pas venir jusque chez vous. Il faut que vous acceptiez l'idée de faire votre part du chemin et d'aller vous renseigner. En 2018, à l'heure d'Internet, on trouve tout en googlisant. Donc, venez voir sur nos sites les outils qu'on vous propose. On entretient beaucoup d'ignorance. On pense que porter plainte n'aboutit pas. C'est faux. 80% des salariés qui ont porté plainte pour harcèlement gagnent. 2000 arrêts de cour de cassation l'année dernière sur le harcèlement. L'année dernière, la CNAM-TS, la branche AT-MP, a reconnu à peine 600 burn-out en maladie professionnelle, parce que c'est un parcours du combattant. 10 000 accidents du travail pour lésions psychiques. Donc vous voyez que les outils, les ficelles, les cuisines de terrain existent. Nous les maîtrisons très bien.
Allez sur nos sites, lisez comment on fait, allez lire le guide du médecin généraliste avec le focus sur le burn-out, parce que c'est là qu'on explique comment on se soigne, avec quelles ficelles médico-administratives. Renseignez-vous, devenez des salariés avertis de vos droits et de vos devoirs, ça vous donnera de la force, parce que le droit est du côté de la partie faible, et puis surtout, ça vous permettra beaucoup plus tôt dans l'entreprise de dire « je ne peux pas faire ça ». Vous me mettez en situation de faute prescrite, vous me donnez tellement d'objectifs qui sont inatteignables. Et donc, quand j'arrive le matin et que je sais que je ne vais pas arriver à tout faire, je m'échine à tenter de tout faire, alors qu'au fond, vous prescrivez cette faute dans laquelle je vais m'enfoncer. Essayez d'apprendre à renverser la table, à regarder les choses avec le cadrage médico-juridique. Surveillez chez vous ces 3 symptômes. Si désormais le repos ne repose plus votre fatigue, si vous démarrez le lundi matin aussi crevé que le vendredi soir, si vous avez moins de plaisir à exercer ce métier que vous adoriez, si vous commencez à piocher dans les gélules de ginseng sur le comptoir de la pharmacie ou les antidépresseurs, les anxiolytiques ou suivant les tribus, le petit verre de vin blanc, le pétard, la cocaïne chez les traders, eh bien, il est temps de venir consulter, de venir nous voir avant que vous soyez dans la partie étroite de l'entonnoir. Parce qu'on peut vous soigner. 80% de nos patients retrouvent du travail à des postes supérieurs à ceux qu'ils occupaient avant. Les 20% qui sont venus nous voir trop tard et qui sont trop atteints sont en invalidité de type 2 et touchent donc pratiquement l'intégralité de leur salaire. Nous maîtrisons ce système médico-administratif, très bien représenté chez Préventica. Sachez que les médecins conseils de la CPAM ont fait un travail colossal pour tenter de trouver des outils qui vous permettent de vous soigner dans de meilleures conditions. Donc, venez nous voir, nous savons comment faire. Ne venez pas nous voir trop tard. Venez nous voir quand ça commence à se compliquer et que, voilà, vous ne vous débrouillez pas tout seul. Ne restez pas seul. S'il n'y avait qu'une phrase à vous dire, c'est celle-là. D'ailleurs, sur le pas de la porte, la plupart des patients que nous voyons dans le réseau nous le disent des années après. Vous savez, la consultation a duré longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais sur le pas de la porte, en repartant, quand vous m'avez serré la main, vous m'avez dit « vous n'êtes plus seul ». Et c'est avec ça que je suis repartie. Parce que ce qui aggrave la situation, c'est cet isolement dans lequel nous sommes. L'impossibilité de s'appuyer sur des collègues dans un collectif qui soit encore soudé. Les travailleurs de Pôle emploi nous disent qu'ils arrivent le matin, se disent bonjour sur le trottoir en arrivant, mais après, ayant des pauses alternées, ne se croisent plus jamais. Donc il n'y a plus de collectif de travail pour s'entraider, se soutenir, discuter quand le travail est compliqué, demander conseil et puis avoir un appui quand le chef lui-même, le dos au mur, se montre impitoyable. Il faut briser cette solitude qui est présente partout dans ce pays. Donc je compte sur vous, demain matin, quand vous retournez travailler, le collègue d'à côté à qui vous ne parlez plus parce que l'ambiance est à couteau tiré, mais dont vous avez bien remarqué qu'il était palichon depuis quelques semaines, dites-lui que vous trouvez qu'il n'a pas bonne mine et que vous vous faites du souci pour lui et que vous avez des adresses où il peut aller consulter discrètement. Cette solidarité de principe, si nous n'arrivons pas à la réintroduire, c'est tout notre tissu social qui va continuer à se fracasser. Donc c'est à ça que je vous appelle, parce que ça marche. Oui, donc là, il y a les coordonnées de votre site, mais après, en pratique, vous êtes basé où? Vos collaborateurs sont basés où? Parce que 140 consultations sur toute la France. Donc, vous avez la liste des consultations spécialisées, département par département, avec le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, l'adresse mail et une fiche métier qui vous explique exactement ce qu'ils font, parce que ça peut être un psychiatre, un psychologue du travail, un psychologue clinicien, voilà.
Donc, allez piocher dans... ici, vous avez ce qu'il faut, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et puis vous avez le réseau SPS qui, bien sûr, s'occupe des soignants, mais s'occupera de tout le monde, parce qu'on sait à quel point l'agriculteur est seul sur son exploitation, on sait quelle est la solitude, et puis surtout... partout, à quel point les métiers, je descendais en TGV et je regardais cette France et je disais à ma voisine qui venait aussi faire une communication à Préventica que la France était un jardin. Mais grâce à nos agriculteurs, grâce à nos exploitants, si nous battons les records de tourisme et que donc nous arrivons encore un peu à avoir des rentrées dans ce pays, c'est bien grâce à ces siècles et ces siècles de travail de la terre. Et c'est notre culture, c'est notre civilisation. Il faut la défendre, c'est important. Vous trouverez tout ça sur Internet. D'accord ? Moi, j'ai une question, Marie. Oui. Est-ce que vous croyez que demain, on peut voir un tableau de maladies professionnelles en lien avec les atteintes psychiques ? Alors, c'est une vraie bonne question et je vais répondre en psychanalyste. Parce qu'il y a quand même de la science dans cette affaire. Les 3 seuls tableaux que la sécurité sociale reconnaît, hors tableau, alinéa 4, sont les troubles anxieux généralisés, la dépression, le grand foutoir où on met tout, et le syndrome de stress post-traumatique, puisque celui-là, les hold-up dans les banques, les gros accidents sur les chantiers ont permis de l'identifier. Le burn-out... Si j'ai écrit le burn-out pour les nuls, c'était vraiment pour toucher le maximum de gens et leur faire comprendre que le burn-out des années 70, tel qu'il a pu être décrit par Maslar, par Freudenberger, pour les soignants, pour les avocats, les magistrats, n'a plus rien à voir avec le burn-out de 2018. Les gens que nous voyons ont en fait des burn-out qui sont des effondrements somatiques. Alors, je vous donne une ficelle, un outil précieux. Demandez à vos médecins généralistes ou à votre médecin du travail de vous prescrire, si vous pensez être en épuisement, un bilan neuropsychologique que vous faites chez un neuropsychologue dans le CHU du coin. Il y a des neuropsychologues dans tous les CHU. Oui ? Si, à l'hôpital, bien sûr, les bilans neuropsychologiques pour Alzheimer et tumeurs au cerveau sont tout à fait pris en charge. Pour surmenage, c'est coté. C'est le bon vieux mot que Claude Weil, un psychiatre des années 57. C'est pris en charge. Je suis confrontée à ça, je suis médecin de prévention et j'ai voulu en demander. C'est pas pris en charge dans le privé, ça coûte 500-600 euros, n'y allez pas. Nous, à Paris, c'est le centre médico-social de Lausée qui le fait, 40 euros. 3 heures de test, 40 euros. Et même si ça coûtait 40 euros hors prise en charge, ça vaut la peine. Pourquoi ? Parce que là, vous récupérez un bilan médical objectif qui atteste de l'atteinte de votre cerveau, l'organe, je ne parle pas du psychisme, qui ne peut plus réfléchir, qui n'a plus de mémoire, plus de logique, plus de concentration. Si vous êtes médecin du travail ou de prévention, vous pouvez remonter vers l'employeur ou le chef d'établissement et lui dire « Vous êtes en train de massacrer le cerveau de vos salariés, vous n'êtes plus dans les clous sur l'obligation de sécurité de résultat. » Ce salarié, il peut aller au C2RMP avec un magnifique, triste test objectivant l'atteinte à son intelligence, et là, il sera reconnu. Il peut prendre un avocat et obtenir des dédommagements. Je sais, mais moi, je suis bloquée par le financement. Et les gens Écoutez, à l'hôpital, passez une convention avec un CHU, dites-leur que vous leur proposez de faire une étude sur l'épuisement professionnel, que vous allez leur envoyer une cohorte de salariés. Ils seront ravis de faire une publication internationale et je ne vois pas pourquoi ils ne factureraient pas, puisqu'ils facturent ça pour les autres pathologies. À la limite, vous pouvez même tricher et mettre hypothèse de perte de compétences cognitives. Vous ne parlez pas de burn-out. Un peu de ficelle de métier, c'est pris en charge et c'est remboursé. D'accord ? C'est un magnifique outil. Et donc, je ne suis pas pour la reconnaissance en maladie professionnelle. Pourquoi ? Parce que pour moi, chaque histoire est différente et que c'est le parcours de ce salarié et sa protection qui va compter.
Si vous demandez à être reconnu en maladie professionnelle, en burn-out, il faut que vous atteigniez, désolé, ce que je vais vous dire est très très casse-pied et pas sexy, mais c'est la cuisine administrative, il faut atteindre 25% d'IPP. Et vous allez avoir une indemnisation forfaitaire. À 25% d'IPP, vous ne pouvez plus travailler. Qu'est-ce que vous allez faire avec un petit peu de sous à la fin du mois ? Donc surtout, ne déclarez pas les burn-out en maladie professionnelle. Quand les gens sont cadres et qu'ils ont une prévoyance, ils font une dépression, ça dure, ça s'installe, ça finit par une invalidité de type 2, compensée par la prévoyance. Et les femmes qui sont seules avec des enfants et qui ne peuvent plus travailler ont donc des revenus assurés jusqu'à la retraite. Ça n'empêche pas de faire ce que la CNAM-TS préconise, parce que c'est vrai que le salarié veut que ça remonte un peu dans l'entreprise. C'est vrai que la Sécu veut que ça remonte un peu dans l'entreprise. On a tous fait des pétages de plomb sur le lieu du travail. La secrétaire qui sort d'un entretien d'évaluation en larmes parce qu'on l'a laminé. Le cadre qui n'en peut plus, qui éclate en sanglots pendant la réunion. L'infirmière qui renverse son chariot de pansement. Tel ouvrier qui fait une syncope et se retrouve sur la terre. Ça s'appelle ça un ESA, un état de stress aigu. Et les médecins conseillent depuis 2006, la lettre réseau AT-MP de 2006, demande à ce qu'on déclare ces états de stress aigu en accident du travail. D'où les 10 000 accidents de l'année dernière pour lésions psychiques au titre de l'ESA. Vous allez lire le guide du médecin généraliste sur le site. Bien sûr, si on ne vous informe pas sur ces possibilités, vous ne risquez pas de vous en saisir. Ça marche très bien. C'est très simple de déclarer un accident du travail. Et si l'employeur refuse, je vous rappelle qu'il n'a pas le droit de refuser. C'est un PV de plus de 5 000 euros. Il peut émettre des restrictions, des contestations. S'il refuse de le déclarer, le salarié peut télécharger le CERFA sur amélie.fr, déclarer son propre accident du travail, avec à côté une lettre factuelle donnant le nom des témoins qui l'ont vu s'effondrer au sol, le rapport des pompiers, parce qu'on appelle souvent les pompiers dans ces cas-là, et les enquêteurs de la caisse viennent faire l'analyse de cet accident du travail. S'il y a eu l'année dernière 10 000 accidents du travail pour lésions psychiques, c'est parce que l'ESA, ça marche. D'accord ? Donc pas de posture idéologique, du pratico-pratique pour le patient qui a besoin d'être protégé dans ses ressources financières pour pouvoir se soigner tranquillement et stabiliser son état. D'accord ? D'abord le patient. On a une dernière question là-bas, Marie. Donc moi je suis assistante de prévention dans une administration. Et c'est vrai que je ne vis pas toujours très bien mon métier. C'est très difficile d'essayer d'accompagner les agents dans leurs difficultés face à la hiérarchie. Et j'avais 2 petites observations à faire. C'est que j'estime qu'on traite surtout les risques de manière... on met en place la prévention de niveau 3, c'est-à-dire l'accompagnement. Et très rarement la prévention de niveau 1 qui a trait à l'organisationnel parce que ça dérange tout le monde. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les administrations sont en réforme permanente. Beaucoup d'agents perdent leurs repères dans l'accomplissement de leurs tâches. On parcellise les tâches. On n'arrive plus à faire un travail de qualité. Et on ressent beaucoup de souffrance. Et par rapport aux managers également, j'estime qu'il y a une organisation perverse qui se met en place. C'est-à-dire qu'on les note, on les apprécie sur des indicateurs qui reflètent seulement une partie de leur métier. Et que la grosse partie des tâches qu'ils ont à accomplir et qui les mobilisent énormément, on n'en tient plus compte, comme si ça ne comptait pas, alors que ça leur prend énormément de temps. Donc moi, je trouve qu'il y a un effet pervers et c'est vrai que je suis parfois très mal à l'aise dans mes fonctions. Voilà. Alors, la fonction publique, c'est très particulier. Mais vous avez là aussi des changements. Depuis l'ordonnance de janvier 2017, article 10, on peut désormais... On n'a plus besoin d'un arrêt maladie... Enfin... Il y a inversion de la charge de la preuve. Dans la fonction publique, le salarié, le fonctionnaire peut lui aussi déclarer un AT et c'est à la hiérarchie de démontrer que ça n'en est pas un, comme dans le public. On peut aussi enchaîner un temps partiel thérapeutique après très peu d'arrêts maladie.
On n'a plus besoin d'être arrêté 6 mois, ce que les cadres ne veulent jamais faire. Donc il y a sans cesse des améliorations. Mais vous pointez quelque chose de terrifiant, l'ignorance de la loi. Oui, on n'est que sur le tertiaire, alors que la loi L4121 dit qu'il faut empêcher le risque d'advenir. Donc on est bien sorti de la logique assurantielle. Si vous tombez, on va vous indemniser. On est sur une logique de prévention primaire, empêcher le risque d'advenir. Allez, devenez des salariés un peu plus avertis de vos droits pour informer ces hiérarchies qui ne lisent pas les textes de loi. Si vous les lisez et que vous les faites remonter, la donne va changer, je vous l'assure. Justement, je rebondis, je suis là. Est-ce que vous voyez donc effectivement une amélioration des textes qui quand même arrivent mais attendez, les textes, depuis 2002, ils sont magnifiques. Est-ce que vous savez que l'année dernière, en mars, une DRH qui n'avait rien fait alors qu'elle avait constaté un harcèlement moral a été condamnée à 1 an de prison avec sursis? Oui, j'ai commencé à en voir effectivement. Et j'ai vu aussi des formations initiales, c'est-à-dire chez les étudiants, qui commencent à arriver aussi, notamment sur le harcèlement. Donc ça rejoint le fait de la connaissance. Est-ce que pour les générations qui arrivent, vous pensez qu'on va renverser à un moment quand même ce balancier qui pour l'instant continue un peu à s'enfoncer, mais on sait qu'il y a des fois des mouvements d'aller-retour. Et moi j'ai un enfant et j'espère que pour lui le travail sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'on ne devrait pas rentrer dans le monde du travail sans être averti, encore une fois, de ses droits et de ses devoirs. Et puis je pense que beaucoup de nos enfants se désengagent, ne se laisseront pas faire, et que les entreprises vont devoir changer de comportement si elles veulent les garder. Voilà. Je dis souvent, ma fille est journaliste à Amsterdam, quand ma petite fille de 3 ans tombe malade, ce qui arrive autant que pour les vôtres, comme on ne donne pas d'antibiotiques en Hollande, on renvoie les 2 parents à la maison en télétravail. Et les médecins ne consultent pas après 17h30. Donc pas très loin de chez nous, il y a une vraie vie après le travail. Allez, prenez soin de vous, hein, surtout. Oui. Oui, pardon, juste une petite question. J'ai apprécié votre intervention, mais je souhaiterais savoir, existe-t-il, donc je suis élu, responsable d'une collectivité, responsable des ressources humaines dans une plus grosse collectivité, j'ai envie, après vous avoir entendu, de vous poser, et non, j'ai besoin de vous poser la question, existe-t-il des collectivités vertueuses? Sinon, quels sont les moyens que vous proposez pour que les collectivités employées deviennent plus vertueuses? Écoutez, je pense qu'il faut surtout que chaque maire qui débarque ne dise pas que tout le boulot qui avait été fait avant est une nullité, je vais rester poli. Que nos fonctionnaires sont des gens de terrain absolument extraordinairement professionnels et responsables. Et puis, il faut que le travail garde du sens. Et puis, il faut regarder le travail réel. Parce que si vous regardez le travail réel, alors l'autre, il peut se sentir reconnu dans ce qu'il ajoute pour que ça marche. Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Le monde ne tient que parce que vous rajoutez des choses à la tâche prescrite. Et nous savons tous que si demain on faisait la grève du zèle, ne faire que ce qu'il y a sur la fiche de poste, la France s'arrête en une demi-heure. Donc soyons fiers de ce que nous rajoutons, mais essayons de le montrer, de le rendre visible, ce travail invisible et inestimable. Après, on a de très beaux plans de formation pour la fonction publique. On peut vous aider, c'est pas un souci. Je serai sur le stand de la MSA, s'il y en a qui veulent continuer la discussion. Merci Marie, merci à tous. Donc, si vous voulez poursuivre l'échange sur le stand D82 de la MSA.